Bonsoir, bonsoir. Je vous propose de démarrer. Un grand merci à tous d'être venus. Donc, on attend 100 participants. Là. On ne doit pas être tout à fait 100, et c'est donc le record d'affluence à un tel événement. Donc un grand merci, ça nous réchauffe le cœur de vous voir si nombreux. On va essayer de faire une soirée intéressante. 2 mots pour présenter les gens qui vous accueillent. Donc il y a le club central Supélec Repreneur, dont la vocation, dont la mission est de susciter des vocations d'un côté, et puis pour ceux qui ont décidé de faire de la reprise, de leur proposer un environnement de contact et de discussion pour entreprendre cette démarche. Et on le fait. Et ce soir, on a organisé cet événement avec le groupement G2E, donc grandes écoles entrepreneurs, qui regroupe la plupart des grandes écoles françaises, enfin au moins parisiennes et françaises, que XPM, HEC, ESSEC, un certain nombre d'écoles comme ça, tout ce qui est art et métier qui est très actif aussi. Et donc juste donc il y a ceux qui viennent de l'INSEAD, j'ai oublié, Philippe est là pour ça, donc il y a un certain nombre d'écoles comme ça. Et ce groupement, donc d'une part pour les différents animateurs de clubs, assure de les faire se rencontrer régulièrement, et de plus en plus donc on cherche à croiser nos différents clubs pour faire participer les gens qui s'intéressent. Donc s'il y a des centraliens qui veulent aller participer aux événements de l'X ou d'HEC ou de l'ESSEC, ils peuvent, et réciproquement. Comme ça ouvre un champ de contact de plus en plus grand. Voilà, donc bienvenue. Et donc on pourra à l'occasion, au moment du cocktail, discuter de ça. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, on pourra vous trouver, vous mettre en contact avec les personnes qui vous intéressent de rencontrer. Voilà, donc ce soir, nous allons parler du thème de la reprise, est-ce une aventure ou pas. Et donc on a vraiment cherché à vous mettre devant vous, et je les remercie d'être venus. Donc d'une part 4 entrepreneurs et un entrepreneur aussi, mais fonds d'investissement, qui vont essayer de témoigner de leur expérience. Donc quelques règles du jeu, on veut témoigner, on ne va pas tirer des théories, a priori, c'est vraiment faire témoigner les gens, et de présenter des choses. Ça serait bien, j'ai mes anti-sèches, parce que je cherche ce que je voulais vous dire. Hop, justement. J'avais mis 4 règles du jeu. Donc, témoignage concret. Il y a 5 intervenants, donc on va essayer de faire des réponses courtes et des questions courtes et des réponses courtes. Et de la même façon, donc on va faire une interaction avec la salle. Donc, ayez le souci, pendant ces interactions, de la même façon, d'être le plus court possible pour qu'on n'ait pas besoin de couper la parole à l'un ou à l'autre. 3e règle, donc on a vraiment cherché à mettre en face de vous des gens qui le font, qui le vivent, qui ont un certain recul, puisque la plupart, ils vont se présenter après, mais ont démarré l'aventure je pense au minimum il y a 5 ans et peut-être 10 ans et autres. Donc, essayer de leur faire témoigner sur les bons côtés et en quoi, finalement, ce qu'ils vivent aujourd'hui correspond à ce qui s'était fait comme le rêve qui s'était développé quand ils ont lancé ça, et au contraire, ce qui a été différent, pour que le plus possible, vous ayez la même réflexion sur les bons côtés et les moins bons côtés éventuellement, puisque ce n'est pas toujours facile d'être entrepreneur. Voilà. Encore une fois, on va essayer de vous transmettre la parole, si vous avez envie de poser des questions. Et puis, on aura un cocktail ensuite, donc vous aurez la possibilité d'avoir des discussions en bipartite ou en petit groupe si nécessaire pour la suite. Voilà. Alors, sur ce, donc, je voudrais que chacun se présente rapidement, pour dire qui il est, éventuellement son entreprise, et commencer à dire pourquoi il s'est lancé dans cette aventure-là et ce qu'il y en a trouvé. Roger, si tu veux commencer. Merci Pierre. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Roger Bégoc, j'ai 56 ans, je suis diplômé de Centrale et de Sciences Po. Je suis tombé dans le bâtiment tout petit, c'est-à-dire en sortant de l'école, par le plus grand des hasards. Mais j'ai eu un grand privilège, c'est de pouvoir travailler auprès d'un des très grands monsieur de cette profession, qui est vraiment typique de l'ancien monde. Ça existe depuis le 19e siècle, donc on a un peu de track record. J'y étais très heureux pendant une vingtaine d'années. Je suis tombé vraiment amoureux de ce secteur. Mais au bout de 20 ans, donc à 45 ans, un peu au mi-temps de la vie professionnelle, j'ai décidé de le quitter. J'étais
très heureux là où j'étais, mais j'ai décidé de le quitter pour mener une aventure entrepreneuriale. Ça me travaillait au corps. J'ai décidé de le faire avec un associé à 50-50, malgré tous les conseils qui m'ont été dispensés pour ne pas le faire. J'ai un petit sens de la contradiction, donc je l'ai fait quand même. Et pendant 10 ans, donc, on a mené une opération de build-up classique. On a acheté 8 entreprises en 10 ans. On les a modifiées, chanstiquées, fusionnées. On en a même cédé certaines. On a acheté des belles, des moins belles, enfin la vie. Et au bout de 10 ans, on a eu le sentiment d'avoir atteint la fin d'un cycle et donc de la nécessité d'en ouvrir un autre. Mon associé, lui, était de plus en plus intéressé par ses rosiers et sa piscine, ce qui est tout à fait respectable aussi. Et moi, j'ai changé beaucoup avec un autre entrepreneur que je connaissais depuis longtemps, qui est un camarade, qui en plus me fait le plaisir d'être dans la salle avec nous, c'est François Rougnon. Et François dirigeait aussi une entreprise beaucoup plus grosse que la mienne, 4 fois plus grosse. Mais bon, c'est pas très important. Ce qui était important, c'est qu'on avait la même approche du business. Et je dirais, sans employer de grands mots, les mêmes valeurs philosophiques. Et en fait, on s'est rendu compte en discutant un peu qu'on avait aussi le même orgueil, qui est un orgueil assez fort. Et en fait, notre orgueil, c'était, finalement, on le met là, chacun à son trip, hein. Notre orgueil, c'est sans doute d'œuvrer, de faire en sorte que notre entreprise, qui est un peu notre créature, soit plus belle et plus forte après nous qu'avec nous. Et c'est cet orgueil commun qui nous a unis. On a rapproché les entreprises et aujourd'hui, chacun à notre place, lui à la sienne et moi à la mienne, on essaie de faire en sorte que cette communauté qui aujourd'hui atteint en gros un petit millier de personnes, pas encore tout à fait, mais enfin ça va venir, continue à grandir sous notre regard bienveillant et qu'on fasse en sorte que cette communauté appartienne à tous les sens du terme, y compris capitalistique, à ces hommes, aux hommes et aux femmes qui y travaillent tous les jours et à qui on doit tant. Voilà. Donc, je m'appelle René-Philippe Mantran, centralien de la promo 83. Quand j'étais à l'école, IBM inventait l'IBM PC. Et en fait, j'ai fait toute ma carrière dans la micro-informatique, ça s'appelait comme ça à l'époque, dont 18 ans chez Microsoft. Avant, j'avais fait Compaq, et puis avant une autre société qui maintenant est dans le groupe Schneider Electric. Au bout de ce parcours, 48 ans, j'ai quitté cette magnifique société Microsoft pour me lancer dans la reprise d'une société. Et ce n'est pas une surprise si j'ai acheté une société technologique qui fait du logiciel, enfin qui fait maintenant du logiciel, puisque quand je l'ai rachetée, il y a 6 ans, elle faisait plutôt du service. Donc ma préoccupation a été et puis aussi mon intérêt a été de changer le modèle économique de cette société, d'en faire une société de produits et de l'internationaliser, puisque j'ai acheté une société franco-française et maintenant on fait 50% de notre chiffre d'affaires à l'international. Voilà. Alors c'est pas sans effort, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Je pense qu'il y a un point commun avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que finalement, tous les deux déjà, on a commencé à reprendre une société dans un secteur qu'on connaissait bien. Bonsoir, je suis Philippe Banquet, j'ai 50 ans, marié, 2 enfants. J'ai repris une entreprise en 2010 dans un secteur que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai fait Centrale en 93, j'ai fait Sciences Po aussi, ce sera plutôt ça le point commun. J'ai passé 15 ans dans des groupes de services, 7 ans et demi chez Veolia dans la gestion des déchets, 7 ans chez Elis. Et puis, alors là, pour le coup, au point commun, je m'y sentais très bien. J'avais plutôt des postes d'intrapreneur, donc patron d'agence, de région, de filiales, etc. Puis des passages à toutes les directions un peu fonctionnelles. Donc j'avais une belle carte, une vue assez complète de l'entreprise et l'envie de passer d'intra à entrepreneur un peu... plutôt que d'exécuter la partition, l'idée de la composer un peu, je crois que c'est ça qui m'a attiré à ce moment-là. J'ai repris une entreprise de plomberie, donc évidemment je n'y connaissais rien, qui bossait à quasiment 100% pour le logement social, je n'y connaissais rien non plus, qui faisait 24 millions de chiffre d'affaires, donc assez grosse pour un repreneur individuel, et on était 80 personnes à l'époque.
Je l'ai repris en majoritaire, mais on y reviendra, je pense. Donc ça fait 9 ans, on est 900, on fait 140 millions de chiffre d'affaires et j'ai presque pas fait d'acquisition. Donc je pourrais surtout vous parler de la première, parce que depuis, j'en ai fait que 2, qui sont d'ailleurs pas très grosses, puisque l'une fait 40 personnes et l'autre 30, donc dans l'augmentation de 900 personnes en gros. Enfin, voilà, il y a une toute petite centaine qui est liée à 2 autres acquisitions. L'idée a été donc de faire du service depuis le premier jour, et même depuis mes premiers dossiers. J'ai expliqué que ce n'était pas du tout du bâtiment, que c'était du service, et que ça, je connaissais. Et c'est ce qui a permis à des banquiers, après m'avoir dit qu'ils ne finançaient pas du tout le bâtiment, de me dire « mais oui, bien sûr qu'on va vous financer ». Donc, parce que je faisais du service. Donc on a appelé ça service en bâtiment depuis le premier jour. Bon, en fait, on fait du bâtiment. Hein. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors moi j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Hein. J'ai eu une première vie professionnelle complètement éloignée de l'entrepreneuriat. J'ai été économiste. Je dirais pas distingué, mais pendant une bonne dizaine d'années. Ensuite, je suis rentré dans l'automobile où j'ai été financier, homme de crédit chez Renault, BMW, donc des postes intéressants à l'étranger. J'ai passé près de 10 ans à Londres. Et puis, troisième étape, j'ai eu quelques démangeaisons par rapport à la vie dans les grands groupes. Je ne me sentais pas vraiment bien à l'aise dans tous les problèmes de politique interne, etc. J'étais plutôt... je prenais plaisir plutôt à l'opérationnel qu'à autre chose. Et je pense que ça, c'était une dimension importante dans la reprise d'entreprise. Et donc, à pas loin de 50 ans, pareil, à peu près comme mes collègues, hein, j'ai recherché une boîte. Ça a pris du temps. On reviendra sur cette notion, je suppose, après. Le temps est une chose très importante quand on passe grand groupe, entrepreneuriat, PME. La gestion du temps est très importante. Déjà pour trouver une première cible, hein, ça prend du temps. Donc j'ai repris en 2000 une société. Alors moi, je suis aussi comme mon voisin. J'étais donc dans le service, je recherchais donc dans le service, je cherchais plutôt gros avec des capitaux investisseurs, et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire que j'ai trouvé dans le manufacturier, j'ai repris plus petit et j'ai racheté tout seul. Mais je crois que c'est un peu aussi à l'image de bon nombre de trajectoires que j'ai pu croiser, puisque je me suis aussi occupé dans un cabinet de placement, là j'en parlais avec Philippe tout à l'heure, j'ai créé des clubs de repreneurs, donc j'ai vu beaucoup de cadres, un peu à l'exemple, je suppose, de bon nombre de gens dans la salle qui s'intéressaient à la reprise d'entreprise. J'ai été dans le réseau Entreprendre pendant une dizaine d'années, donc j'ai vu passer beaucoup de dossiers. Et effectivement, ça m'a fait sourire quand vous m'avez parlé du 50-50. C'est effectivement des choses qui sont a priori difficile à gérer. Et dans le cadre de l'INSEAD, parce que bon, j'avais fait ça en 86, on a eu pas mal j'ai accompagné des gens qui étaient en partenariat, et ça n'a pas été forcément très simple. Voilà, donc j'ai racheté ma petite boîte qui faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, instrument de mesure, 50 personnes, un business model qui existait depuis 50 ans, enfin bon, que la stabilité, que du bonheur. Et puis là-dessus est arrivé un petit détail de l'histoire, la Chine est rentrée dans l'OMC, et en l'espace de 2-3 ans, les prix ont chuté de 60%. Donc autant vous dire que j'ai connu les affres de la restructuration, de la définition, comme on dit doctement, j'ai redéfini mon business model. J'ai donc travaillé avec les Chinois, remonté l'activité, et j'ai revendu une dizaine d'années après. Ça, c'était la 3e vie. Et la 4e vie, comme je trouve que c'est passionnant, le monde de l'entrepreneuriat, j'ai créé avec un autre copain d'INSEAD qui était lui avocat chez Francis Lefebvre, spécialiste M&A. On a créé une petite activité d'accompagnement qui s'appelle CIREP Conseil. Là, vous avez peut-être vu c'est là que nous œuvrons maintenant depuis 2 ans pour
aider un petit peu des repreneurs à comprendre ce qui se passe dans ce domaine. Voilà. Eric, pour finir. Merci, bonjour. Donc moi, Éric Dejoie, j'étais avec Roger à l'école 86. Donc moi j'ai 55 ans. J'ai toujours finalement fait ce métier d'investisseur. Je suis aussi un peu entrepreneur, donc je suis tombé dans ce monde de l'investissement un peu par hasard. Au fond, au tout début pratiquement du capital investissement, donc à la fin des années 80. Quand tout d'un coup la PME, enfin le monde de la finance et du capital d'investissement a apporté de la liquidité à un marché illiquide. Et donc tout d'un coup les PME qui ne pouvaient pas se financer ont vu apparaître une nouvelle source de financement et qui a permis, avec toute la créativité du départ et avec aussi pas mal de choses assez fantaisistes, à la finance d'exercer au fond sa vocation, qui était d'allouer les capitaux, les ressources sur les meilleurs talents, les meilleurs projets. Et ça a permis à une nouvelle génération d'entrepreneurs de pouvoir s'exprimer et de révéler tout leur potentiel. Donc moi j'ai démarré dans une structure qui, par le jeu des fusions diverses, s'est retrouvée filiale d'un groupe bancaire. Et en 2001, on a fait le choix avec quelques-uns de mes associés de créer une structure indépendante, à la fois parce que la culture du monde bancaire n'était pas tellement compatible avec celle d'un actionnaire professionnel. Ils nous trouvaient, on avait une très bonne performance, mais ils trouvaient qu'on était des gens très autonomes, très indisciplinés. Enfin, ça contrastait un peu avec ce monde notamment bancaire mutualiste, qui avait un rapport au pouvoir à l'argent un peu ambigu. Et puis par ailleurs, ce métier de l'investissement était en train de se structurer à l'image de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon autour d'équipes indépendantes se confrontant directement à leurs clients. Donc nous, nos clients, c'est les investisseurs à travers le monde, institutionnels, privés, pour leur proposer des stratégies d'investissement. Et en ce qui nous concerne, nous, notre stratégie d'investissement est depuis l'origine centrée sur on va dire la PME, enfin, ça s'appelle le small cap, donc des entreprises qui intéressent en tout cas la plupart d'entre vous. Métier, on raisonne en valeur d'entreprise, enfin, donc c'est des entreprises qui valent jusqu'à 100 millions d'euros. Donc beaucoup d'expérience dans ce domaine. On a depuis 2002 et sans même compter les opérations qu'on a réalisées avant, on a racheté 115 entreprises dans des métiers très très divers, rencontré des milliers d'entrepreneurs, des dizaines de milliers d'opportunités. Et puis je pense qu'effectivement on aura l'occasion un peu de témoigner de la vision de l'investisseur. En précisant, parce que Philippe me le rappelait, que la vision de l'investisseur, elle est assise sur ce qui fait un peu les principes de ce métier, qui sont quand même beaucoup assis sur une stratégie d'investissement et la capacité à l'exercer avec discipline. Le point de vue du repreneur, il est forcément assez différent, parce qu'un repreneur comme un créateur, c'est une espèce d'anti-bourgeois. Là où le bourgeois aime l'ordre et l'immobilité, l'entrepreneur, lui, aime le désordre. Et donc, il est nécessairement contrariant. Donc, une fois qu'on aura parlé des principes, il s'agira de les oublier pour être capable de les transgresser et écrire son propre destin. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de lancer le débat avec quelques questions. Moi, j'ai prévu 4 questions. L'une pour demander à nos intervenants pourquoi ils l'ont fait, quelles étaient leurs motivations et leurs attentes quand ils ont décidé de faire ça, qui pourra éventuellement, vous pourrez confronter si vous avez les mêmes ou pas. La deuxième, c'est comment ils s'y sont pris, donc comment ils ont trouvé leur cible et quel a été pourquoi ils sont tombés amoureux de la cible qu'ils ont reprise. Troisième élément, c'est qu'est-ce qui s'est passé après, donc en quoi ils avaient un projet et s'est-il réalisé ou pas. Et puis la dernière question sera autour du recul. Qu'est-ce qui est maintenant, avec quelques années de recul, est-ce qu'ils ont trouvé la vie qu'ils espéraient trouver? Est-ce que c'était différent? Et les bons et les mauvais côtés. Et puis on pourra mettre au milieu de toutes ces questions vos propres questions pour que ça réponde à vos attentes.
Voilà, donc si l'un ou l'autre veut démarrer sur quelles étaient vos motivations quand vous êtes démarré, et puis je demande à Eric, lui, d'un point de vue investisseur, quand il voit arriver un MBI, voilà, qu'est-ce qu'il en pense, comment il le regarde, et quels sont les points de vigilance éventuellement qu'il a particuliers sur le MBI. Alors, en fait, c'est venu comme une évidence en ce qui me concerne. Après avoir passé tout un parcours dans des grandes sociétés informatiques, où j'ai eu la chance d'être à la fois parfois dans des postes très opérationnels, parfois dans des postes très stratégiques, parfois toujours dans des postes liés à la compréhension d'un marché, le commercial. C'est devenu comme une évidence qu'un jour je voulais tester par moi-même ce que c'était que d'avoir tous les leviers. Alors, pas forcément toutes les ressources, mais en tout cas tous les leviers pour définir une stratégie, mettre en place les équipes, changer ce qui doit changer. Et puis, j'étais assis comme vous dans des conférences par repreneurs, et j'ai encore en tête une soirée comme ça, où sortant de la salle, je me suis dit, c'est bon cette fois, j'ai levé tous les doutes. Donc j'espère que moi-même ou un des présentateurs là amènera la toute dernière étincelle de quelque chose qui est prêt à exploser. J'avais entendu cette personne qui avait dit que quand on reprend une société, c'est très important d'avoir eu une expérience commerciale forte, puisque dans une petite structure, le premier commercial, c'est le dirigeant. Voilà. Donc j'avais coché toutes les cases, tout ça se posait bien dans ma tête. Et je vous assure que sortant d'une réunion comme celle-ci, je me suis lancé dans la reprise. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Quand on commence à franchir le pas, il n'y a pas de marche arrière. C'est-à-dire que quand on sent qu'on doit y aller, le parcours est très long, semé d'embûches. Il n'y a pas de marche arrière, mais quelque part, je savais que j'irais jusqu'au bout. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que tu dis ça t'est apparu comme une évidence. Et moi aussi, mais moi je me suis méfié de cette évidence, parce que je me connais un peu. Et donc, avant d'y aller, j'ai essayé je me souviens très bien de ce moment, qui est un peu ancien maintenant, mais je me suis dit, oui, ça t'apparaît comme une évidence, mais est-ce que tu le fais pour de bonnes raisons ou pour des moins bonnes raisons? Donc j'ai essayé de classer, et j'ai trouvé qu'il y avait plein de mauvaises raisons pour le faire. Je n'ai pas de boulot, je ne suis pas content, le boulot où je suis pas reconnu à ma juste valeur, qui est grande, bien évidemment. Je veux gagner plein de sous, je veux plus bosser, je veux faire bosser les autres. Enfin bon, on peut imaginer des tas de... La liste est longue. Et je me suis dit, bon là, est-ce que ce sont ces motivations-là qui te guident, parce que c'est sans doute pas très bon. Et à l'inverse, je me suis dit, quelles sont les bonnes raisons? Et en fait, c'est presque un travail, ça relève de l'intime, en fait, je trouve, les bonnes raisons pour se lancer dans cette aventure. Et je m'étais dit, mais en fait, il faut que tu répondes aux questions type les sujets de philo au bac, hein, les grandes questions métaphysiques. Je crois que c'est un peu ça. Donc je me suis dit, en tout cas, je me suis dit ça. Je me suis dit, quelle est ta relation à la liberté? Quelle est ta relation à l'autorité, au pouvoir, à l'argent? Puis on pourrait en rajouter quelques autres. Et j'ai essayé de répondre à ces questions-là et de me dire, voilà, en fonction de ce que tu es le plus intime, est-ce que tu penses que l'aventure entrepreneuriale, ça te correspond vraiment? Ou est-ce que c'est par défaut ou par dépit? Voilà, je me suis posé cette question-là, puis j'ai décidé. Alors moi, j'étais chez Elis, j'étais directeur général adjoint. On était 3 directeurs généraux adjoints, et c'était le 3e LBO d'Elis. Et puis là, le président s'en va et les actionnaires décident de nommer, pas moi, l'autre, donc un des autres comme président. Donc je sais pas, c'est venu pas comme une évidence, mais en me disant, bon, tiens, c'est peut-être un signe, une idée, pourquoi je n'irais pas le faire à côté? Enfin voilà, ça aurait pu être... voilà, après, c'est un choix. D'ailleurs, ils ont bien fait, j'aurais jamais fait tout ce qu'il a fait depuis. Et donc l'envie d'aller faire peut-être une fausse bonne idée au début, de dire, je vais être mon propre patron, puis je vais faire
comme lui, enfin voilà, c'est pas passé loin, j'aurais pu être là, je vais le faire à côté. Donc partant presque plus au départ en me disant je vais trouver un fonds qui cherche son DG ou son président avec un package. Et puis le truc a évolué complètement, aussi dans la compréhension d'en fait ce que je recherchais. Et puis les conseils et les rencontres, ce que les gens m'ont dit. Et je sais aujourd'hui que ce qui m'attirait, ce n'est pas tellement d'être mon propre patron. D'ailleurs, j'ai fait une organisation où j'essayais d'être le moins possible le patron, mais de créer. Donc c'est vraiment la logique de création, de composition, d'invention qui est le vrai moteur de ma reprise d'entreprise. Voilà, c'est pour répondre à cette première question en tout cas. Je crois que c'est vraiment ça. Question difficile auquel il y a de bon nombre de choses déjà ont été dites, mais bon, en ce qui me concerne, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, la grande société, on peut faire plein de choses, on peut changer de métier. Je ne suis absolument pas quelqu'un qui va décrier les grandes sociétés, mais ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie de faire. J'avais peut-être aussi un rapport à l'autorité dont tu parlais, qui était une chose qui me gênait un peu. J'avais l'impression que les projets, je ne pouvais pas les développer parce qu'il y avait des aspects trop politiques dans les boîtes, dans les grosses boîtes, et j'ai envie de gérer ma propre, enfin d'être plus en direct avec l'opérationnalité. Je crois que c'est une chose qui est importante. Tu parlais de liberté tout à l'heure, je crois que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est une notion qui est toute relative. Quand on est patron de PME, on est bien souvent soumis à des aléas qu'on ne maîtrise pas. Et on n'est pas forcément plus libre que dans une grosse boîte. Quand on est PME vis-à-vis de son banquier, j'espère qu'il n'y a pas trop de banquiers dans la salle parce que je vais me faire mal voir là. De temps en temps, je ne suis pas sûr qu'ils savent tout à fait bien compter. Ils ont malgré tout droit de vie ou de mort sur votre boîte si y a des éléments politiques qui changent au niveau de leur réseau, etc. Moi, on n'est pas forcément plus libre quand on est patron de PME. Je pense on vit dans un écosystème qui est différent. Alors, deuxième chose aussi, dont tu parlais de l'aspect financier, c'est vrai qu'en reprenant une boîte, on prend beaucoup de risques. Ça, il faut bien avoir conscience de cette réalité-là. Et c'est pas forcément simple à gérer. C'est pas parce qu'on est bon qu'on réussit, et c'est pas parce qu'on est mauvais qu'on réussit pas. C'est un domaine qui est pas forcément moral. Toujours est-il que dans les motivations aussi que j'avais, c'est que je me suis dit, si je reprends une boîte, si je mets toute ma ténacité, toutes mes compétences pour la développer, quand je revendrai ma boîte, je me constituerai un capital, et il y a des leviers qu'on connaît tous, sur les leviers d'endettement, qui font qu'on multiplie sa mise par 5, 10, moi dans mon cas ça a été plus de 10, et donc c'est un élément qui est aussi qu'il faut lucidement avoir en tête, c'est que quand on réussit, on se constitue un capital quand on reprend une boîte. Donc voilà un peu ce qui m'a fait plonger dans ce nouveau monde de la reprise d'entreprise. Bon, on reviendra sur les aspects techniques, un petit peu comment ça se passe, on reviendra un petit peu là-dessus, des choses à vous dire aussi. Eric, les MBI, comment tu regardes ça? Comment je regarde les MBI? Alors, non, moi, effectivement, je ne vais pas répondre d'un point de vue existentiel et de la motivation du repreneur, mais un peu juste expliquer la démarche de l'investisseur. En fait, un investisseur, lui, il déploie une stratégie d'investissement. Et de la même manière que Léonard disait, la peinture est une chose mentale, l'investissement, c'est aussi une chose mentale. Et c'est pas un acte d'un photographe qui regarde une image d'une entreprise, c'est plutôt celui d'un réalisateur qui construit un film d'une entreprise, donc une histoire de création de valeur. Et une opération, du point de vue d'un investisseur, c'est une equity story qui a plein de composantes, bien sûr, dont chacune, en fait, combinée, représente
un ensemble qui peut trouver une logique, une cohérence et justifier un investissement. C'est bien sûr un business model, une compréhension fine du terrain de jeu stratégique, du projet stratégique qu'on peut avoir et des quelques leviers de création de valeur durable. C'est une organisation, c'est là que rentre en ligne de compte bien sûr le management et l'éventuel repreneur. C'est aussi une équation financière, un prix, un montage, c'est un contexte. La particularité du MBI, c'est qu'à la différence du MBO, où on reprend une société avec le management en place, c'est qu'au départ, le contexte est très défavorable puisqu'on est désaligné avec le vendeur. Donc on est désaligné en termes d'intérêt, on est désaligné en termes d'accès à l'information. Pour avoir repris 115 entreprises, quel que soit le niveau de due diligence que vous fassiez, une entreprise, quand vous investissez dedans, vous ne la connaissez pas. Au bout de 6 mois, vous commencez à avoir une vague idée de ce que c'est, de la pertinence de son positionnement, de votre projet stratégique. C'est à ce moment-là que vous le réévaluez, que vous réévaluez l'équipe. En synthèse, si on reprend un peu les éléments qui motivent un MBI de manière générale, c'est l'identification d'un élément de sous-performance de l'entreprise. Pour reprendre des principes généraux, c'est reprendre une société, c'est créer ce qu'on appelle de l'alpha, donc de la dérivée de création de valeur par rapport à ce qu'est l'entreprise à un instant donné. Et donc si l'entreprise est déjà très performante, prendre le risque de changer le management, c'est statistiquement parlant, et encore une fois, il n'y a que des cas particuliers, c'est quand même prendre globalement le risque de détruire la valeur plutôt que d'en créer. Donc vraiment, c'est d'identifier au départ quels sont les éléments de sous-performance, pas forcément de sous-performance financière, ça peut être de la sous-performance stratégique, ça peut être de la sous-performance commerciale, ça peut être de la sous-performance organisationnelle, qui permet à l'entrepreneur ou au repreneur qui va se positionner sur l'entreprise de déclencher ce processus de création de valeur. Ensuite, c'est ce que disait Philippe, c'est-à-dire que le repreneur, il s'inscrit dans une organisation. De plus en plus, un manager, c'est pas uniquement un pasteur, c'est aussi un tisserand, c'est quelqu'un qui va être capable d'identifier un certain nombre de talents, de les fédérer. Et moi, j'aime bien dire, en fait, aux dirigeants, quand ils veulent un peu cranter, changer un peu de division, qu'il faut qu'en fait, ça réponde, leur mode de management réponde à 3 principes qui me paraissent assez clés et universels. C'est un bon dirigeant, il doit répondre à ces 3 principes, c'est ne rien faire, parce qu'en fait, c'est très important qu'un dirigeant ne fasse rien lui-même, donc tout faire, qu'il soit capable de recruter autour de lui une équipe qui assume les principales fonctions et ne rien laisser faire, puisque évidemment le 3e principe, c'est que s'il dirige la boîte, il faut qu'il ait quand même une vision assez claire de ce qui se fait dans son entreprise. Voilà, enfin c'est un peu rapide, mais ça, l'évaluation des organisations, et au fond le dirigeant est un élément clé de l'organisation, mais ce n'est qu'un élément clé des organisations, est un des éléments de l'equity story, donc qui permet d'exécuter un business plan. Et nous, c'est sur cette base-là qu'on va effectivement fonder en partie notre décision d'investissement, avec, juste pour rappel, ce que je disais au départ, qui est qu'une fois qu'on a mis tout ça dans une équation ou dans une equity story, nous, on prend des décisions qui s'inscrivent dans une stratégie d'investissement où on va faire typiquement sur un fonds une quinzaine d'opérations. Et donc la discipline est absolument clé dans la recherche de la performance, la performance sur longue durée, la performance reproductible, mais que vu d'un point de vue individuel d'un repreneur, lui peut tout à fait s'affranchir de cette discipline pour prendre les décisions qu'il veut et transgresser tous les principes qu'on peut des bons principes d'investissement qu'on peut édicter. Merci beaucoup. Deuxième question, comment vous y êtes pris? Comment vous avez trouvé l'entreprise que vous avez finalement repris?
On n'est pas obligé à tout prix de les 5. Ouais, ni donner l'ordre, ni que tout le monde y réponde. Mais il y a une question majeure. Juste ce que je voulais dire, en fait, ça donne un peu des chiffres. En fait, le monde du capital investissement est un monde qui s'appuie sur une très forte sélectivité. Enfin, nous, on fait peut-être 2-3 opérations par an. On voit passer 500 opportunités, quoi. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que toutes les autres ne sont pas intéressantes, mais ça veut dire quand même que c'est un processus qui s'inscrit dans un système qui est incroyablement sélectif, où une fois qu'on a appliqué un certain nombre de principes, alors il y a aussi, on est dans un environnement concurrentiel, donc on ne fait pas toujours toutes les opérations qu'on a envie de faire, hein. Beaucoup sont faites par des concurrents ou des industriels. Mais dans la démarche d'un repreneur, il y a quand même l'idée que avant de trouver une situation dans laquelle on se sent capable de s'exprimer pleinement et une opération que l'on puisse gagner, ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Enfin, moi, il me semble qu'une des clés, c'est d'avoir aussi du temps devant soi et de ne pas être dans l'urgence pour devoir réaliser son projet. Alors, chaque parcours est sans doute différent, donc je vais parler du mien. J'ai commencé par faire un certain nombre de basiques, c'est-à-dire me former à la reprise, m'inscrire dans les clubs repreneurs. Et là, on m'a dit, il faut absolument, le plus important, c'est de trouver une cible. Donc, j'ai appliqué à peu près la méthode qui consiste à... alors peut-être dans un esprit commercial, je me suis dit, bon, il faut que j'efface tant de visites par semaine, il faut que j'ai un pipeline de tant d'opportunités, avec un taux d'échec de 30%. Donc j'avais une logique de volumétrie en me disant, il faut absolument que je rencontre des nouvelles personnes chaque semaine. Et c'est l'objectif que je m'étais fixé. Donc j'avais rencontré pas mal de sociétés qui voient passer les dossiers. Et donc je me suis positionné sur un premier dossier, puis un deuxième dossier, puis un troisième dossier, puis un quatrième dossier. Alors à chaque fois c'est passionnant parce que donc moi c'est du logiciel. Et à chaque fois que je me positionnais sur un dossier, le domaine était tout à fait différent. Donc j'ai dû m'intéresser à l'informatique des aéroports, la façon dont on fait des prévisions météorologiques. Donc à chaque fois, on creuse le marché pour essayer de comprendre la dynamique, les prévisions du trafic mondial et la création d'aéroports. On se rend vite compte que c'est l'hémisphère sud qui va tenir le manche. On se positionne sur un certain nombre de dossiers. Et puis, il y a une concurrence absolument incroyable. Et au bout de... Il s'est reproduit 5 fois la même chose jusqu'à ce que je change de stratégie. Et ce qui s'est passé 5 fois de suite, c'est que moi, repreneur individuel, je me faisais souffler les affaires par des entreprises qui faisaient de la croissance externe, là, les unes après les autres. Et au bout de 5 fois, entre-temps, il s'était passé à peu près 2 ans, hein, j'ai dit non, il faut que je change de stratégie. Je ne peux pas me présenter seul devant un repreneur ou des associés qui revendent leur boîte. C'est pas possible. Et donc, je me suis fait accompagner par quelqu'un que j'ai choisi parce que c'était lui. Voilà. Et c'est cette personne-là qui m'a aidé dans toute la chaîne, y compris trouver la société que j'ai finalement reprise 3 ans plus tard. On suit l'ordre ou bon, alors, je vais mettre un peu de désordre là. Je suis assez en phase avec ça et quand j'entendais Eric, je me dis que finalement le monde de la reprise, il n'y a pas un monde de la reprise. Les profils de gens que décrit Eric, c'est un certain profil de repreneur, c'est un certain projet de vie. Et c'est vrai que les MBI, il n'y en a pas beaucoup. Très peu de MBI. Pratiquement pas de MBI. Enfin, en fait, il y en a très peu parce que ça ne marche pas bien. Voilà. Non, mais, Il l'a dit. Donc, voilà. Donc, je veux dire, quand on est dans une démarche de repreneur, tu parlais de repreneur, il y en a une, mais c'est infinitésimal le nombre de gens de repreneurs qui reprennent avec un fonds. Ou alors, il faut être hyper spécialiste dans son métier,
avoir un track record de réussite, etc. Mais c'est epsilonesque, quoi. Donc je pense qu'on est... Enfin, c'est un monde, on parle de la reprise, mais on ne parle pas de la même chose, quoi. J'ai un peu l'impression. Hein, c'est pas un monde... Quand on est dans une démarche de reprise, c'est vraiment une question de projet personnel, de projet humain personnel. Et quand tu parlais du fait de l'accompagnement, moi j'ai un exemple très concret. Au Tech Cover Club de l'INSEAD, dans les fin des années 90, on était une dizaine de repreneurs actifs, hein, qui étions à 100% sur ce projet. On a tous trouvé. Aucun n'était accompagné. Aujourd'hui, Tech Cover Club de l'INSEAD, 15-20 ans plus tard, la même population, 80% des gens étaient accompagnés. Ce qui veut dire que le marché de la reprise, il devient de plus en plus complexe parce qu'on entend tout et n'importe quoi dans ce domaine. Hein, ce qu'il faut bien savoir. Et que donc il y a un besoin de trouver des professionnels qui vous expliquent non pas la théorie, mais la pratique. Hein. Vous allez voir certaines boutiques qui font profession d'accompagnement, ils vous diront « Venez chez moi, le marché caché, cet Eldorado fabuleux, la pépite qui est au fond que personne ne connaît, vous allez être le seul qui va vous positionner là-dessus ». Moi, personnellement, je suis très dubitatif sur ce genre de discours. C'est un très bon discours marketing. Ils vont dire, en plus de ça, avec nous, entre 6 mois et 1 an, vous allez trouver l'entreprise qui vous correspond, qui va, etc. Moi, je pense que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Ça, c'est du discours marketing. Mais la réalité, c'est que, on parle de la gestion du temps, il faut 18 mois, 2 ans minimum pour trouver une boîte. Hein. Tu parlais de 3 ans. Moi-même, j'ai mis plus de 3 ans et demi parce qu'entre-temps, j'ai fait du conseil. Donc ça prend du temps. Et ça prend du temps, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer vis-à-vis de ses propres finances. Hein. Et en plus de ça, vous avez dû entendre parler d'une petite mesure là, où ils vont réduire de 30% les allocations chômage au bout de 6 mois. C'est pas franchement favorable à la reprise, quoi. Hein. Et quand on a 18 mois, 2 ans à vivre, il faut faire son propre compte d'exploitation, voir combien on dépense, combien on a de recettes et combien on aura au bout de 18 mois, 2 ans à investir. Hein. Donc, quant aux moyens, pour moi, comment j'ai trouvé ma boîte, c'est essentiellement par l'intermédiaire de contacts avec des boîtes de fusion-acquisition qui avaient des mandats de vente. Marché caché, à l'époque, on n'en parlait pas vraiment, mais je crois que l'exemple que tu pourras signaler, on en discutait tout à l'heure. En fait, quand on est chef d'entreprise, moi j'ai été chef d'entreprise, j'ai voulu vendre ma boîte. Quand j'ai voulu vendre ma boîte, il y a un élément fondamental qui freine la mise sur le marché, c'est les problèmes de confidentialité et de démobilisation du personnel interne, voire des clients ou des fournisseurs. Donc c'est ça qui bloque. Mais à partir du moment où on a de l'intérêt, enfin on a envie de vendre en tant que chef d'entreprise, à un moment ou à un autre, on s'adresse au marché à des spécialistes qui vont essayer d'avoir plusieurs acheteurs. Hein. Donc voilà. Donc moi j'ai trouvé par l'intermédiaire d'une boîte fusion qui s'appelle Societex, qui avait un mandat de vente et avec qui j'ai fait affaire sur une boîte, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'était pas du tout dans le secteur qui m'intéressait. Parce que je pense que ce qui est le driver essentiel dans la reprise d'entreprise, c'est vous. C'est votre volonté d'entreprendre. La technicité, évidemment, c'est idéal de trouver dans son secteur tout ce qu'on connaît, etc. Dans la réalité des choses, quand on filtre le nombre de boîtes qui existent par an, on parle de, je disais encore, je sais pas, je crois que dans les Échos, il parlait de 60 000 sociétés qui se vendaient par an. On a l'impression qu'on a un marché qui est très grand. Quand on filtre, quand on veut dépasser le stade de la personne unipersonnelle ou de 10 personnes, on réduit énormément. Quand on reste dans une région géographique donnée, ça c'est un élément clé dans la recherche d'entreprise, hein, on aboutit à
moi, dans mon domaine, quand j'étais bien ciblé pour être crédible vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs, il y avait 5 boîtes qui pouvaient correspondre chaque année à ce que je cherchais. Et je me trouvais en concurrence, comme tu le disais, avec d'autres personnes, avec des sociétés qui pouvaient faire jouer des effets d'échelle, et donc ça prend du temps. Hein. Donc voilà un peu l'expérience que j'ai pu avoir. Alors, moi, au début, je faisais aucune intervention sur la reprise d'entreprise parce que j'ai eu de la chance, j'ai trouvé la boîte en 4 mois, j'en ai suivi qu'une et j'ai closé 9 mois après. Et j'avais gardé en parallèle un dossier différent de fonds que j'ai lâché alors que j'avais tous les packages et tout pendant que je faisais les due deals de l'acquisition en disant c'est bon, maintenant j'ai trouvé autre chose, ça ne m'intéresse plus. Donc en fait, j'ai étudié 2 dossiers. J'ai pas été faire de formation parce que j'avais fait... J'étais en charge des acquisitions chez Elis, j'ai dû en faire 8 dans l'année 2009. Bon, je pensais que je savais faire. Bon, en fait, évidemment, ça n'a strictement rien à voir de reprendre quand on est dans un groupe avec les sous du groupe et de reprendre tout seul. Hein. Alors, pour le coup, je me plantais complètement. Mais les mécanismes et la psychologie du cédant, pour le coup, on retrouve des choses, et le côté humain, et c'est ça que j'avais su faire chez Elis et que j'ai refait après. Ça, c'est assez similaire par contre. Et puis j'ai ma femme qui fait du financement structuré dans des banques depuis 20 ans, donc je m'étais dit, en plus elle m'aidera, et ça aussi. Finalement, mon critère, à chaque fois que je voyais passer un dossier, c'était de dire, qu'est-ce que t'en penses? Non, ok, c'est fait, on passe au suivant. Donc ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Voilà. Et sinon, après, j'ai fait du standard, des boîtes de M&A. J'en ai vu des dizaines, plusieurs fois même, parce que c'est comme les agences immobilières. Hein, il faut repasser, parce que sinon le dossier il passe sous la pile, puis il vous oublie. On m'avait même dit qu'il faut mentir un peu, parce que comme quand vous achetez une maison, si vous dites que vous avez 1 million, vous ne pouvez vous montrer grand-chose. Si vous dites que vous pouvez mettre 2, vous montrez plein de trucs. Voilà. Et ça a marché d'ailleurs, hein, il fallait mentir. Voilà, désolé. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai vu les fonds, les gros, les petits. Et après, alors c'est du vécu, hein, c'est un gros coup de bol. Il se trouve que c'est Societex aussi, que j'avais fait travailler chez Elis pour faire des acquisitions en Espagne, je crois. Donc le nom ne leur était pas inconnu. Et puis un jour, je reçois un mail qui disait on pourrait peut-être lui parler du dossier d'Alaval. Je cherche pourquoi il m'envoie un mail comme ça. En fait, il s'adressait à sa collaboratrice pour lui dire qu'il pourrait peut-être me parlait du dossier et il lui joignait ma presse de la veille, mon CV de la veille. Et c'était juste une erreur de mail, quoi. Il m'avait répondu au lieu d'envoyer à sa collaboratrice. Donc je l'ai rappelé. Il était paniqué, le monsieur de Societex, parce qu'il dit mais on n'a pas signé le mandat, surtout faites rien. Voilà, je vous rappelle dès qu'on a un mandat et vous verrez. Je lui dis mais non, mais j'ai été voir la boîte, c'est du bâtiment. Vous avez absolument rien compris à mon CV. Moi c'est du service. Il dit mais si, je vois ce que vous voulez faire. Patienter quelques semaines et je vous rappelle. Et il avait raison, il m'a rappelé, j'ai rencontré le gars et voilà, ça a été une histoire humaine en fait. On a fait, derrière on a construit ensemble, bon pendant 9 mois certes, mais c'était pas vraiment de sa faute, plutôt de la faute des banques à la fin. On parlait de concurrence, comme je connaissais rien au secteur, j'ai appelé un de mes copains qui était chez Bouygues Habitat Social, copain de promo, enfin un très bon copain. J'ai dit tiens, tu peux peut-être m'aider, j'ai une boîte là, j'y connais rien, qu'est-ce que t'en penses? C'est dans le logement social. Et il me rappelle 2-3 semaines après en me disant je peux pas trop t'en parler, en fait on est dessus. Ben, j'ai dit c'est une bonne nouvelle alors, c'est que c'est une bonne boîte. Et puis bon, c'est vraiment des très bons amis, on va au ski tous les ans et tout, et pendant 9 mois on s'est pas parlé de la société, mais on était tous les deux à essayer de la racheter, lui avec Bouygues et moi de mon côté. Comme quoi le lien avec le vendeur a joué, parce que il me disait j'attends. Mes conseils, ils me disent qu'avec Bouygues ce serait déjà fait, mais si tu dis que tu vas avoir ton financement, on attend. Et puis voilà, et on a construit comme ça. Oui, moi je voulais apporter un témoignage un peu complémentaire. Pour ce qui est des moyens pour trouver la cible, c'est juste tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Il n'y a pas de voilà. Moi, la première, je l'ai trouvée sur Fusac. Donc, il n'y a pas que des bars tabac sur Fusac. Hein. Je l'ai trouvé sur Fusac. Ça paraît peut-être bizarre, mais donc c'est pas dans des cabinets de M&A. Comme beaucoup de gens trouvent l'âme sœur sur Mythique. Moi, j'ai trouvé ma boîte sur Fusac. C'est à peu près pareil. Et il faut vivre avec son temps. Mais l'autre anecdote à propos de cette boîte, ce qui est assez révélateur sur les intermédiaires, j'abonde aussi sur ce qui a été dit, sur le fait qu'il faut vraiment être accompagné, parce que l'une des caractéristiques du repreneur, c'est la solitude. Et c'est souvent un contraste assez fort par rapport à ce qu'il a vécu dans des grands groupes où c'est plutôt l'excès inverse.
Et la solitude, une fois, on n'est jamais content en fait. Une fois qu'on est tout seul, on est content d'être tout seul. Puis la fois d'après, on se dit zut, mais je suis vraiment tout seul. Et bon, voilà, ainsi l'homme est fait. Et en tout cas, je pense que c'est très important d'être accompagné, pas forcément par un directeur de conscience qui vous dira il faut racheter telle boîte ou qui vous apportera telle boîte. Moi, les gens qui m'ont accompagné ne m'ont pas apporté de boîte, mais ils m'ont beaucoup aidé quand même. Et donc, j'en ai aussi un qui est dans la salle, et je le remercie encore. Choisissez-en, choisissez celui que vous voulez, mais choisissez-en un à coup sûr. Je reviens sur la boîte que j'ai trouvée sur Fusac, aussi sur le sujet de l'accompagnement. Ça s'est pas fait, ça n'a pas été un lead rose parce que mes avances ont été rejetées par le cédant dans un premier temps. Au motif que j'étais un repreneur individuel. Et lui-même était conseillé par un conseil qui, voyez, je suppose, avait comme critère aussi le fait de récupérer sa com le plus rapidement possible, ce qui est tout à fait honorable, et qui lui avait dit, écoute, pour assurer le coup, il ne faut pas vendre à un pecno qui a du mal à aligner ses bifetons. Il faut, écoute, je te conseille vraiment de vendre à une structure un peu plus établie. La probabilité pour que ça aille au bout est plus forte. Là, ton pecno, le temps qu'il ait son financement, puis il va te dire qu'il ne l'a pas, etc. etc. Enfin, et donc, mon cédant a écouté son conseil et m'a éconduit. Voilà, j'en ai été très mari. Et puis, il a signé une LOI avec donc un autre. Et puis, bref, je vous raconte l'histoire courte. Hein, au bout d'un moment, il s'est dit, mais je ne pourrais pas bosser avec ces gens-là, c'est pas possible. Donc, il a tout arrêté, il les a envoyés balader. Et il a dit, écoutez, je ne peux pas. Je vends un peu de moi-même, je ne peux pas. Et ben, je m'en vais et je vais essayer de vendre au garçon que j'avais repéré, qui est peut-être un pecno, mais je vais essayer de faire avec lui. Voilà, c'est ça l'histoire de ma première reprise. Alors j'ai oublié de dire, mais comme ça tout le monde l'aura dit, que je me suis fait accompagner aussi et qu'évidemment je pense qu'il faut se faire accompagner. L'accompagnant que j'avais ne m'a pas non plus apporté la boîte, donc c'était pas du tout le marketing du en 6 mois vous aurez fait votre affaire. C'est même complètement différent. Mais cet accompagnement pour la solitude, pour les réflexes, même le modèle économique, le modèle Excel, de qu'est-ce qu'on montre, de faire le tour des fonds, le tour des banques, tout ça m'a énormément servi. Et moi, ce qui m'a le plus servi, c'est le recul pendant les phases de négo et la capacité à transformer. Enfin, dans le montage financier final, celui qui m'a prêté le plus d'argent, c'est le vendeur. Et ça, tout seul, je ne l'aurais jamais fait. C'est vraiment dans la négo, avec mon accompagnant, qu'il a eu le bon feeling au bon moment de dire « Tiens, au fait, on vous avait dit qu'on apportait plein d'argent, mais c'est parce que c'est vous qui allez le prêter. » Et ça a marché. Est-ce que dans la salle, il y a une question? Peut-être on peut faire une petite pause là déjà et de vous transmettre la parole. Est-ce qu'il y a une question qui sort de la salle? Allez, c'est le plus rapide. Vous parlez d'être accompagné. Par qui et comment vous choisissez cette personne ou ces personnes? Il existe un certain nombre d'acteurs sur le marché. Il faut les voir tous. Enfin, il faut les voir tous. Il faut en voir un certain nombre. Après, faire le tri entre ceux qui vous racontent une belle histoire marketing et puis l'individu qui va vraiment vous aider. Moi, c'est le choix que j'ai fait. J'ai dû voir 6 ou 7 sociétés et j'ai pris en fait la personne qui d'abord était la plus différente de moi. Un parcours totalement atypique, très différent de ce que je savais faire et qui m'a convaincu que lui allait m'aider dans toute cette démarche-là. C'est sûr qu'après 2 ans où j'avais essuyé des plâtres en essayant de me présenter tout seul devant le monde, c'est vrai que j'avais la bouteille de la personne que j'ai choisie. J'ai pris quelqu'un qui avait 60 ans passés, donc tout un historique a sans doute orienté mon choix. Voilà. Plutôt que des sociétés plus grosses, mais en fait, la personne qui vous suit, c'est un junior qui ne vous apporte pas grand-chose. Voilà. Donc, pour rechercher un accompagnant, rencontrez-les. C'est comme choisir un fournisseur ou un partenaire. Rencontrez-les, et puis vous ferez votre opinion. J'ajouterais que il faut toujours, le contact personnel est absolument essentiel, hein, mais qu'il y a une personne qui décide et qui compte, c'est vous.
Hein. Reprendre une société, on en parlait avec Pierre en parlant de cette soirée, le risque est quand même un élément fondamental de la reprise d'entreprise. Il ne faut pas se voiler les yeux, c'est une prise de risque importante. On met en général une bonne partie de ces économies sur la table. On a un problème de statut social aussi qui se pose. On est cadre de grands groupes, on a une image sociale, familiale qui est plutôt bonne, on reprend une boîte, on perd toutes ses économies et on se retrouve à la case zéro. Bah, c'est aussi un problème, quoi. Je veux dire, je ne veux pas noircir du tout la reprise, au contraire, puisque j'ai joué au jeu et je m'en suis sorti, mais pas parce que j'étais bon, parce que j'ai trouvé les bons réflexes au bon moment, le pragmatisme pour changer de business model, parce que l'avenir, il est fondamentalement imprévisible. Hein. Les business plans, quand j'entendais Eric dire tout à l'heure qu'il fallait réaliser le business plan, ou que faire se peut, à mon avis, l'expérience que j'ai, notamment dans le réseau Entreprendre, c'est que les business plans, allez, je vais être un peu excessif, ils ne se réalisent jamais. Parce qu'on n'est pas capable de véritablement mesurer tous les changements qui peuvent intervenir dans les 5-7 ans à venir, qui correspondent à un remboursement de la dette senior. Donc, ayez ça en tête, que le risque est un élément important. Et sur l'accompagnement, il faut trouver un accompagnement, et pas simplement un accompagnement coaching, mais un accompagnement expert comptable et avocat, hein, qui sont les deux must, hein, en plus, et qui coûtent quand on les fait travailler. Hein, ça, c'est aussi un problème. Hein. Et c'est là où la différence entre grosses boîtes et personnes physiques rentre en ligne de compte. Hein. Il faut savoir faire appel à des conseils, mais gardez toujours à l'esprit que c'est vous qui prenez la décision. C'est vraiment très important, je crois. Il y avait une deuxième question au fond, là, je crois. Ou là. Allez, le monsieur au fond, là-bas. Ouais. En quelques mots, la plupart travaillent avec en général, enfin, il y avait encore des gens qui n'ont pas de retainer, mais de plus en plus, il y a un retainer 10, 15, 20 000 euros, enfin, pas extraordinaire. Et ensuite, un success fees qui va jusqu'en fonction de la valeur de 5-6% pour les petites valeurs, et c'est dégressif jusqu'à 2-3%. Quoi. Donc, en finale, on paye 3-4% de la valeur d'entreprise. Hein, voilà, avec une grande partie, ça pour la partie accompagnement de recherche et de montage du dossier. Et puis après, il y a donc toutes les due diligence, experts comptables, donc plus ou moins demandés, avocats et autres, voilà, qui peuvent être... donc quand on travaille avec des fonds, c'est souvent plus lourd, et à ce moment-là, le fonds pas forcément, mais enfin le fonds qui suggère très fortement les personnes les cabinets à qui ils font confiance. Voilà. Et là, on peut être donc entre... là, les chiffres sont beaucoup plus difficiles à définir. On peut parler de 20 à 30 000 euros. Moi, dans mon cas, ça va être 300 ou 400 000 euros avec un fonds d'investissement. Hein, de tout due deal et des choses comme ça. Les due deals, on les lance vraiment plus tard, quand on a vraiment, quand on a vraiment signé une LOI avec le cédant, qu'on est en exclusivité et on pense y arriver. Donc il peut encore avoir quelques éléments de suspense du fonds qui ne vous accompagne pas ou du financement que vous n'arrivez pas à trouver avec la banque. Mais enfin, si vous avez suffisamment challengé votre dossier avec un certain nombre de personnes avant de prendre ces conseils-là, voilà, il y a experts comptables et avocats, voilà, c'est des montants différents. Mais la partie accompagnement, gardez en tête une quinzaine de 1000 euros de retainer et puis après un pourcentage de success fees. Je voudrais juste faire une petite intervention non pas pour contredire Philippe, mais pour apporter un petit éclairage sur la manière dont on raisonne. Je suis frappé de voir que
soit Philippe, Roger ou François, ont repris des business qui, en termes de terrain de jeu stratégique, sont des business qu'on appelle en impasse concurrentielle. C'est des business en fait faiblement différenciés, à relativement faible effet d'échelle. Et globalement, la plupart des business sont des business en fait en impasse concurrentielle. Et c'est les meilleurs business à reprendre parce que en fait le succès, il tient beaucoup à la qualité d'exécution. C'est des métiers où la croissance externe en fait est très très créatrice de valeur parce que en fait c'est des métiers où on va ajouter des business, plugger des sociétés sur des process opérationnels qui fonctionnent bien. Enfin, bon, il y a plein de raisons rationnelles qui expliquent que ça marche bien. Paradoxalement, beaucoup de repreneurs veulent reprendre des business à forte différenciation, qui sont des business extrêmement dangereux, où globalement il y a beaucoup de plantage et où la croissance externe ne marche pas. Typiquement, je ne sais pas, si vous reprenez une affaire d'un créateur de mode, par exemple, voilà, en buy-in, vous avez probablement une chance sur 100 que ça marche, quoi. Si vous reprenez une affaire de distribution de matériaux de construction, vous avez beaucoup plus de chances que ça marche. Donc, j'insiste un tout petit peu, enfin en tout cas vu de ma planète, sur le fait que mettre un peu d'intelligence stratégique, et comprendre un peu sur quel terrain on se positionne, et avoir une analyse aussi objective que précise de c'est un peu l'approche du dragueur, quoi. Est-ce que ma cible est attractive? Est-ce que j'ai des atouts? C'est la question que se pose le dragueur. Enfin, c'est pas simplement savoir si la boîte est belle. Enfin, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est quand même dans un ensemble et dans une. Pardon? Enfin, quand même. Non, mais en tout cas, c'est le conseil que je te donne. Il faut une cible attractive et il vaut mieux avoir quelques atouts. C'est les meilleures chances. C'est les meilleures chances de gagner. Et voilà, c'est vrai que l'accompagnement, le conseil, structurer un peu la démarche dans une reprise d'entreprise qui reste, comme tu dis, une opération très risquée. Enfin, bon, au fond, le risque, c'est aussi la contrepartie du risque que ça marche. Hein, et quand ça marche, c'est à la fois des aventures extraordinaires, y compris sur beaucoup de plans. Voilà, enfin, moi, c'était juste un petit éclairage pour dire que je pense que c'est important d'avoir en tête. Pour moi, ce qui est un peu un biais cognitif, c'est-à-dire la tentation naturelle d'aller vers des business à forte différenciation, alors que la plupart des succès, enfin en tout cas, moi ce que j'observe, sont sur des métiers en impasse concurrentielle. Une petite remarque, quand tu parlais de 20-30 000 euros, effectivement, pour faire des due deals, on le fait de toute façon après la LOI. Je veux dire, à l'échelle dans nos vies professionnelles, quand on est dans des groupes ou quand on est avec du capital investissement, c'est peanuts. Enfin, je veux dire, on n'en parle même pas, quoi. Hein. Quand on est personne physique et que ça prend sur votre capacité d'investissement et 20-30 000 euros, enfin, il y a des gens très riches dans la salle, donc je m'excuse de les choquer, mais en général, on se pose des questions, quoi. C'est déjà important. Et le problème, justement, dans les cabinets d'accompagnement, ceux qui prennent des retainers, comme la plupart, c'est un élément qui compte quand on est entrepreneur privé. Je crois qu'aujourd'hui, comme tu disais, aujourd'hui, la plupart des gens se font accompagner et la plupart des cabinets demandent un retainer. Je ne crois plus, pour avoir fait encore l'année dernière le tour de Paris, je ne crois plus qu'il y a de cabinets qui acceptent de travailler sans retainer. Alors, oui, je ne prétends pas connaître tout le monde. J'en connais un, mais je n'ose pas vous dire qui c'est. Ok. Allez, question suivante. Qu'est-ce qui s'est passé après la reprise? Puisque, donc, encore une fois, en général, toutes ces sessions sur la reprise, on passe beaucoup de temps sur le processus et autres. Alors, je redonnerai la parole à la salle après, mais pour un petit peu avancer et respecter l'heure. Voilà. Qu'est-ce qui s'est finalement passé? Parce que, à un montant fixe, un montant fixe payé normalement au démarrage. Il est éventuellement découpé en 2-3 étapes, mais c'est un montant fixe que ça réussisse ou ça ne réussisse pas. Et puis après, un success fees. Voilà. Qu'est-ce qui s'est finalement passé? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup sur Paris, il y a pratiquement tous les soirs un événement sur la reprise, la LOI, le financement, le ci, le ça. Voilà, je pense que là, je voulais vraiment faire ce soir un événement sur les entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez trouvé finalement? C'est quoi la vie d'entrepreneur?
parce qu'effectivement, c'est long, les 2 ans ou les 3 ans, mais c'est pour en prendre pour 10 ans ou pour 15 ans. Donc voilà, il ne faut pas s'impatienter. Enfin voilà, ma théorie est qu'il ne faut pas s'impatienter pendant ces 2 ou 3 ans. Et par contre, est-ce que finalement ça s'est passé? Est-ce que vous avez trouvé ce que vous avez cherché? Est-ce que ça s'est passé dans le bonheur et sans aucune difficulté? Ou est-ce que c'était le début des emmerdes? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça rend modeste. Hein. Parce que, évidemment, rien ne se passe comme prévu. Enfin, en tout cas pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Au début, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de mauvaises surprises et pas beaucoup de bonnes. Je pense que c'est quand même un peu plus souvent le cas. La vie prend son cours, mais qu'il y ait des mauvaises surprises, c'est pas très grave, c'est la vie. Ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est de ne pas avoir acheté la bonne. Ça, c'est une évidence que je dis là, mais c'est juste fondamental. L'avoir payé trop cher, c'est pas grave. De toute façon, vous la paierez trop cher, parce qu'en général, si vous êtes, à mon avis, en tout cas, si vous êtes sur des petits achats, elles sont, à mon avis, ça n'engage que moi, mais elles sont survalorisées, les boîtes. Plus elles sont petites, plus elles sont survalorisées, même si le multiple paraît plus faible. Tout simplement parce qu'il y a 10 acheteurs pour un vendeur. Donc de toute façon, vous aurez payé trop cher, mais ça, c'est pas grave. Péché d'argent n'est pas mortel. Par contre, si vous avez acheté la mauvaise et qu'elle plante, là, quel que soit le prix, c'est trop cher, quoi. Et là, vous êtes planté. Donc, moi, sur les 8 entreprises que j'ai achetées, j'en ai planté une quand même. Et donc voilà. Heureusement, c'était pas la première, parce que si ça avait été la première, je ne serais peut-être pas devant vous ce soir. C'était pas la dernière non plus, mais voilà. Statistiquement, on fait tous des erreurs, et donc évidemment, le jour où j'ai signé le closing de cette boîte, j'étais le plus heureux des repreneurs. J'étais persuadé que ça allait marcher, et ben non. Bon, alors lister toutes les catastrophes qui peuvent arriver, à tous les 4, on n'y arriverait pas, parce que l'imagination est au pouvoir. Globalement, quand même, je trouve que les business plans qu'on se fait, honnêtement, je ne dis pas ce qu'on présente, hein, je dis ce qu'on fait vraiment, ce pas les mêmes, on a un peu de mal, en tout cas, moi j'ai eu un peu de mal à les tenir, ou du moins à court terme. Dans le long terme, on finit par y arriver, mais à court terme, voilà, il y a quand même plein de trucs auxquels on n'avait pas pensé. Le deuxième point, c'est la dimension humaine, surtout dans des plus petites structures. Vous rachetez des hommes ou des femmes, vous rachetez une matière éminemment malléable, fragile, qui peut vous planter pour rien du tout, qui peut aller à la concurrence parce que vos méthodes ne plaisent pas, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont dépités, enfin bref, tous les sentiments humains. Et voilà, donc c'est une des joyeusetés qui peuvent se produire. Et puis il y a aussi des bonnes surprises. La meilleure opération que j'ai faite, dans mon cas, c'est celle que j'ai pas payée. C'est une boîte que j'ai pas payée ou quasiment pas, parce que on nous donne un signe qu'il faut abréger. Donc c'est une boîte que j'ai achetée à la barre du tribunal et qui était pour moi une affaire un peu opportuniste, très honnêtement. C'est un autre type de reprise. J'y mettais pas beaucoup d'enjeux. Ça s'est révélé la meilleure entreprise, le meilleur achat des 8. Donc ça doit vous rendre extrêmement modeste. Oui, je crois que ça a été dit, hein, la société qu'on rachète, on ne la connaît pas. Et les audits financiers, les audits comptables, les audits juridiques, tout ça n'éclaire absolument pas sur la réalité de la société. Alors, sauf s'il y a une malversation, mais ça, en général, c'est important, mais c'est pas là que sont les surprises. Les surprises sont plutôt sur la dynamique du marché. On parlait des Chinois qui rentrent, on peut parler de concurrence très importante qui font que tout d'un coup les prix baissent. C'est des choses auxquelles on n'est pas tellement préparé en tant que repreneur individuel, en tout cas dans les formations classiques. On escamote ça, on dit oui, non, mais il y a aussi l'audit commercial. Ça, en général, vous êtes tout seul pour le faire. C'est vraiment là-dessus que vous prenez le plus de risques. Donc, il y aura forcément des mauvaises surprises. Je pense qu'aussi, un des conseils, si vous regardez une société, posez les questions sur le revenu récurrent. C'est le plus important, le revenu récurrent. Donc, ça peut être soit parce que vous vendez des produits ou des services où le client va payer chaque année ou chaque mois ou chaque trimestre une certaine somme d'argent,
Soit c'est des business de type les crèches, bon, bah, tous les ans, les gamins naissent et donc il y a une sorte de revenu récurrent. Ou ça peut être des contrats de distribution. Alors ça c'est plus dangereux parce que ça peut être volatile, mais il y a une sorte de récurrence à partir du moment où vous avez établi des partenariats de distribution. Donc n'en restez pas aux REX, à l'EBE qui veulent strictement rien dire. Regardez, et puis même le type de client, la segmentation entre par produit, par client, bof, c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est les revenus récurrents. Voilà, donc je vous laisse ça comme sujet de réflexion. Et moi, depuis que j'ai repris cette société, toute ma stratégie, en fait, a été de développer les revenus récurrents. Parce que j'ai acheté une boîte où le revenu récurrent pesait 5% au début. Et maintenant, je suis à peu près à 55%. Voilà. Mais que d'efforts. Après la reprise, alors moi j'avais 40% de revenus récurrents quand j'ai repris, donc je suis complètement d'accord, c'est ce que je cherchais, hein, je ne savais pas reprendre un truc où il faut reconstruire en permanence. Et c'était les métiers que j'avais fait, le service se caractérise aussi par ça. Récurrent parce que c'était des marchés de 3 ans. Alors c'est une récurrence qui, tous les 3 ans, a un terme. Alors on espère qu'ils ne sont pas tous au même moment. Et moi j'avais un gros défaut dans cette boîte au moment de la reprise, c'est que 30% de ce revenu récurrent, il arrivait à terme à la fin de l'année. J'ai repris en février et en décembre, il y avait les renouvellements. Donc j'ai quand même passé une année un peu tendue. En gros, c'était simple. Soit on renouvelait à peu près ses marchés et le BP était faisable, soit il fallait écrire un autre BP, quoi. C'était plus la même histoire. Donc ça m'avait... Finalement, tout le reste, c'était assez simple. Je n'avais pas de différence dans le management, dans la relation commerciale. Enfin, je ne voyais pas vraiment de différence entre ma vie d'avant et la vie d'après, opérationnellement d'ailleurs. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à regarder comment on faisait nos offres et à me rendre compte que quand c'est écrit par un plombier de métier, voilà, qui est un type génial, hein, qui est toujours un copain, mais les offres, elles étaient écrites un peu plus en portugais qu'en français. Peut-être on pouvait essayer de faire un peu mieux, et on a fait des offres beaucoup mieux faites, ressemblant plus aux grands groupes, dans des marchés où il n'y a pas beaucoup de grands groupes. Et donc, non seulement on les a renouvelés, mais on a doublé l'activité au moment du renouvellement de ces marchés. Et donc, l'année d'après, on faisait la fin du BP. Voilà, donc, on avait le chiffre des 5 ans. Donc, on a eu de la chance, encore. L'autre point sur qu'est-ce qui se passe après, c'est moi ce qui m'a le plus frappé, c'est le sentiment permanent. Enfin, on vit tout le temps avec. Voilà. On bosse pas plus. Moi, j'avais pas l'impression de bosser plus que dans le grand groupe. Dans le grand groupe, il y a la présentation budgétaire et la présentation de ceci et la présentation de cela, où on passe ses week-ends à le faire. Je ne crois pas avoir jamais travaillé un week-end entier depuis que j'ai repris la boîte, donc ni la première année ni maintenant. Donc c'est pas ça, mais c'est le sentiment que ça vous quitte jamais et que y a une espèce de risque, d'instabilité, de fragilité. Qui fait que ça ne sort pas de la tête. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché sur les premiers mois, si bien que, alors, je l'avais un peu envisagé à l'époque, j'ai repris en février. En novembre, j'ai fait venir un ami qui était DAF d'une assez grosse boîte internationale en disant « Je pense que tu es vraiment surdimensionné pour ce qu'on va faire, mais moi, ça me rassurera. Tu t'occuperas des risques, tu t'occuperas de la finance, tu t'occuperas de tout ça et je pourrais continuer à écrire des présentations commerciales en français plutôt qu'en portugais. » Ça a été un vrai changement. Même si ce n'était pas très logique d'un point de vue économique, finalement, ça s'est avéré hyper logique. Merci Philippe. Toutes les personnes autour de la table sont très modestes, donc il n'y a que moi qui peux le dire. En fait, si ça a marché, c'est d'abord qu'ils sont très bons. Donc c'est toujours un peu une question bizarre de parler de l'entreprise en se mettant à distance par rapport à l'entreprise, parce que la réalité, c'est qu'en fait, le management, la qualité du management est absolument essentielle dans la trajectoire de l'entreprise. Et si vous posez la question à un investisseur de dire c'est quoi les facteurs clés de succès, il va dire 1, c'est le management, 2, c'est le management, 3, c'est le management. C'est pas... si je partage avec vous 2 observations absolument triviales et évidentes, sont de dire si vous prenez 2 entreprises équivalentes, un avec un bon management, l'autre avec un mauvais manager, je peux vous assurer que celle avec un bon manager, elle va beaucoup mieux marcher. Et que si vous prenez une entreprise avec un mauvais manager et vous remplacez par un bon manager, très vite, elle va beaucoup mieux marcher aussi. Et ça, c'est une observation que vous pouvez faire autour de vous. Et donc,
La question que vous devez vous poser, c'est bien sûr l'entreprise, elle est ce qu'elle est, avec ses atouts, ses faiblesses. Et globalement, ce que disait Roger est absolument vrai, c'est-à-dire vous n'aurez que des mauvaises surprises. Enfin, quand vous rachetez une entreprise, vous ne la connaissez pas, il y a une distorsion d'information qui fait que voilà, vous avez une vision plutôt fantasmée des choses et positive, là où le vendeur est un hyper initié et va vendre sa société chère. Juste pour revenir sur le prix, c'est vrai que la qualité de l'entreprise, parce que c'est évidemment beaucoup moins grave d'acheter 120 une entreprise qui vaut 100 que d'acheter 80 une société qui vaut 10. Donc là aussi, enfin, le prix d'une entreprise, dans l'absolu, ça ne veut pas non plus dire grand-chose. Ça dépend aussi de la qualité de pas mal de paramètres. Mais quand vous êtes repreneur, c'est vous qui allez faire corps avec cette entreprise, c'est vous qui allez infléchir son destin. Et donc, il faut à la fois avoir beaucoup confiance en soi, mais être aussi totalement conscient que l'histoire qui va être écrite va complètement dépendre aussi de la qualité du management et de l'organisation que vous allez mettre en place. Et pas uniquement de critères un peu absolus. Il y avait une ou deux questions. Oui. Je suis très intéressé en fait par la combinaison d'un entraîneur et une entreprise en fait. Et du coup, ma question c'est en quoi vous croyez que votre profil était le bon ou le mauvais pour l'entreprise que vous avez écrit? Tu avais quelque chose à dire là-dessus? Moi, j'avais pas du tout le profil. J'étais complètement en décalage par rapport à la boîte, par rapport à sa culture. Et mon projet, c'était de dire justement, quand j'ai racheté ma société, il y avait un monsieur tout à fait qui avait beaucoup de qualité, qui avait 75 ans, qui ne parlait pas anglais, donc bien sûr l'exportation il ne connaissait pas. Vous voyez le profil que ça pouvait représenter. Moi, je suis arrivé en me disant, moi, je vais faire du commerce. Il n'avait pas vu un client depuis 4 ans. Je lui dis, logiquement, je vais faire ça. Donc, mais je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. C'est bien ce que dit Eric, parce que c'est moral, c'est bien. Si on est bon, ça marche, et si on n'est pas bon, ça ne marche pas. Mais moi, j'ai des exemples très précis, je ne vais pas m'étendre là-dessus, de gens qui étaient des très bons, qui avaient été capital investisseur. Enfin, c'est pas forcément... je rigole bien sûr, qui avaient repris des boîtes, etc., et qui se sont cassés la figure. Parce que l'aléa, le risque, il dépend. S'il dépendait que de la qualité du manager, ça serait super. Comme on est forcément les meilleurs quand on prend une boîte, tout devrait mener au succès. Moi, j'ai vu des cas où c'était pas aussi moral que ça, quoi. C'est un peu triste, hein. Non, mais moi je me situe pas du tout sur un jugement moral. Enfin, d'ailleurs parce que mais parce que quand on apprécie avec les managers, c'est pas du tout un jugement moral. C'est un jugement qui. Et d'ailleurs, nous en tant qu'investisseurs, on utilise des outils d'assessment. Les sciences humaines mettent à disposition des outils qui ont un très fort niveau de fiabilité. Enfin, c'est autant qu'un audit comptable. Hein. Donc après, l'appréciation d'un manager, c'est l'appréciation. C'est pas un jugement dans l'absolu, c'est une appréciation dans un contexte donné, sur un projet donné, par rapport à un profil d'entreprise donné. Encore une fois, s'il s'agit de diriger une entreprise de distribution de matériaux de construction, on ne va pas mettre un créateur de mode. Enfin, donc c'est pas un jugement porté sur les personnes, ni moral. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des très bons qui se plantent. Enfin, moi, mon petit conseil, c'est quand même, si vous devez regarder, il vaut mieux être bon quand même. On est totalement d'accord là. C'est pas moral. Ça va rejoindre ce sujet sur le volet humain. En fait, une entreprise de 3 millions de CA, la personnalité du cédant est forte, marque son équipe. Je voudrais vous entendre sur justement si vous avez eu ces expériences-là de différence de caractère, pas forcément de compétences, mais de caractère entre une culture, celle du repreneur, et puis celle du cédant. Oui, alors, je crois que je peux répondre parce que j'ai effectivement commencé par une boîte qui faisait exactement 3 millions de CA. Et donc c'est exactement ce cas-là. Je crois que la première chose, j'ai repris avec un gars qui ne me ressemble pas, mais la première chose à cette toute petite taille, c'est déjà de voir si la boîte ne dépend pas trop de ce monsieur, parce que par définition, c'est la boîte qui est à vendre, c'est pas lui. Lui, il n'est pas à vendre.
Et beaucoup d'erreurs sont faites dans ce domaine-là où on croit que voilà. Et le critère pour moi, c'était pas tellement de voir si je lui ressemblais ou pas, ou si on avait un caractère compatible. On est devenus des copains aujourd'hui, on est des amis proches. Mais mon point, c'était de voir s'il avait, même dans une coquille de noix de 3 millions avec 20 personnes, s'il avait suffisamment structuré la boîte. En gros, s'il avait un adjoint plus jeune que lui et qui, a priori, restait pour prendre à terme la suite. C'était ça le critère. Est-ce que ce gars a organisé la moindre dépendance de sa coquille de noix par rapport à lui-même? Parce qu'encore une fois, il n'est pas à vendre, lui. Une autre question? Il y avait, je ne sais plus, oui. Vous parlez justement de facteurs humains. Est-ce que vous avez parlé aussi de facteurs externes qui peuvent mener à un échec? Est-ce qu'un facteur humain peut mener à un échec? C'est-à-dire une équipe qui ne va pas adhérer à une nouvelle culture que va amener une personne, est-ce que ça peut mener à un échec? Dans des sociétés mais de 3 millions de chiffre d'affaires, où vous avez une équipe de 30 personnes, enfin après ça peut être plus ou moins suivant les business, dans la distribution, vous faites 3 millions d'euros plus facilement que si vous êtes dans le service, ou enfin pour ordre de grandeur. On comprend bien que les postes clés sont extrêmement importants. Vous perdez un homme clé parce que voilà, le process ne lui convient pas, tout d'un coup les salaires bondissent de 30%, ce qui m'est arrivé sur une population d'équipes de développement. Vous n'avez pas le choix que de réagir très 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 vite. Une des choses qui a changé pour moi, même si je travaille autant que dans des grandes sociétés, c'est que mes nuits sont plus courtes. C'est-à-dire que souvent à 4 heures du matin, je vois les heures s'afficher. Et très souvent, c'est des questions humaines. Très souvent, je me dis comment je peux faire pour garder la personne ou les personnes qui sont clés dans mon entreprise, parce que je sais bien que j'ai pas toutes les compétences, certainement pas, et je suis dans tous les secteurs, toutes les sociétés c'est pareil, il y a des processus qui sont clés. Pour moi, c'est la R&D. Je fais de la technologie. J'ai besoin d'avoir pour moi, les hommes clés, ce sont ceux qui inventent des logiciels. Et donc, perdre 1 ou 2 personnes, ça peut vraiment mettre en péril la société. Ça, c'est sûr et certain. Une autre question au fond, là-bas. Vous voulez une réponse directe? C'est impossible de savoir. C'est une bonne question, mais il n'y a pas de réponse. En plus de ça, les reprises, tu parlais tout à l'heure de reprise d'une entreprise en difficulté, une reprise à la barre. Nous, on avait fait venir, dans le cadre de l'INSEAD, on avait fait venir un administrateur judiciaire. Il ne voit pas de personne physique. Enfin, c'est pas possible. Je veux dire, quand vous regardez Fusac, il publie des boîtes qui sont en difficulté. Il faut répondre avec un business plan, le financement, s'engager sur le nombre de personnes qu'on va reprendre dans les 15 jours qui suivent. C'est ingérable pour une personne physique, ça, à mon avis. C'est un sport de riche, la reprise d'entreprise en difficulté. Ouais. C'est un sport de riche. Personne ne vous prêtera d'argent et autres, donc c'est sur financement propre. Hein. Il y a quand même une contrainte particulière en France, c'est que les coûts de restructuration sont extrêmement élevés. Donc, en fait, le sport de la reprise en difficulté est particulièrement difficile en France, pour qu'on ait des contraintes sociales. Et en fait, ça ne peut se faire que dans une conjoncture extrêmement favorable, parce que en fait, il y a beaucoup d'entreprises en difficulté dans des conjonctures difficiles. Et vous passez votre temps à courir après un chiffre d'affaires qui se casse la gueule. Donc, en fait, on ne va jamais assez loin dans les restructurations. Donc, ça rend l'exercice souvent très, très périlleux. Et effectivement, c'est un peu un sport de riche, sachant que le premier principe de la stratégie, c'est d'avoir du cash à la fin du mois. Donc, c'est un principe universel. Et dans ce sport-là, c'est souvent très compliqué. Allez, il est 8h25, donc on aura le cocktail après. Ce que je vous propose, c'est de conclure. Donc si chacun, vous pouvez donner 3 conseils à la salle, 3 conseils repreneurs, quels qu'ils soient, que ce soit sur la cible à viser, que ce soit les questions à se poser avant de le faire, que ce soit
les erreurs à ne pas commettre quand on prend des engagements. Enfin voilà, 3 conseils que vous auriez chacun aux gens qu'on considère des repreneurs que vous aurez convaincus dans la salle. Moi, je dirais disposer de réserves, qu'elles soient physiques, mentales, psychologiques, financières. Il faut beaucoup de ressorts, il faut beaucoup de... On a tous parlé, je pense, de surprises, et c'est souvent les mauvaises surprises. Il ne faut pas être trop tendu dans son financement, trop optimiste sur la capacité à régler les problèmes. Il faut psychologiquement être costaud, y compris l'entourage d'ailleurs. Voilà, le risque, il est beaucoup sur vous aussi, hein, dans cette reprise. Hein. Ne tendez pas trop vos financements non plus. Hein. Gardez du cash. Faites pas des montages trop tendus, trop tirés. D'abord, les financiers ne vous suivront pas, mais aussi pour dormir la nuit, gardez, je dirais pas des matelas parce que c'est toujours trop. C'est jamais un matelas, mais au moins une épaisseur pour dormir par terre. Oui, j'abonde dans ce domaine-là. Philippe disait tout à l'heure que l'un des changements qu'il avait constaté, c'était que sa boîte lui occupait l'esprit en permanence, les jours et nuits et les week-ends compris. C'est vrai de nous tous. Donc le jour où vous allez reprendre, ça va vous arriver. Donc essayez effectivement, à tout point de vue, d'essayer de garder un peu de distance parce qu'elle va vous bouffer après votre boîte. Hein. Elle va occuper nécessairement vos jours et vos nuits. Donc pensez-y avant. L'autre point alors c'est très, très pratique, désolé, je suis très terre à terre, mais il y a 2 points qui m'ont marqué. C'est d'abord, les cédants ont souvent des réticences, on l'a dit, pour des questions de confidentialité, etc., à présenter leur équipe à l'acquéreur avant la cession. Parce que la tronche des gens N-1 ne fait pas partie des due deals. Il faut absolument que vous puissiez voir et rencontrer ceux qui vont, enfin, en tout cas les principaux cadres, ceux qui seront vos collaborateurs demain. Vous aurez une réticence en face pour des raisons évidentes, mais il faut que vous y alliez. Et le 3e point qui m'a marqué, vous trouverez toujours des financeurs qui vont vous demander des cautions personnelles. Jamais. Ne donnez jamais le toit de vos enfants aux financiers. Voilà. Moi, je dirais embarquer votre famille, parce que c'est des changements importants. C'est pas que vous, en fait. Moi, l'accompagnant m'avait dit faut pas que vous changiez votre niveau de vie. Je dis, ça va être compliqué quand même. Je suis DG chez Elis, j'ai 40 ans, mais j'ai jamais changé mon niveau de vie. Il avait raison, et voilà, je pense que c'est un bon conseil. Le deuxième, je le rejoins. Si vous partez avec juste l'idée de faire la culbute et faire du pognon, moi je pense qu'on se plante. Il faut chercher des montages qui ne mettent pas en danger la boîte. Pour être un peu provoquant, moi je dirais que c'est pas risqué. J'ai jamais eu l'impression que c'était risqué. J'avais quelques centaines de milliers d'euros de LBO Elis, je les ai remis quelque part et au pire je les perdais, mais les boîtes se plantaient pas, elles n'étaient pas endettées à un niveau qui les faisait se planter. C'est moi qui perdais tout alors que j'avais la main. Perdre quelques centaines de milliers d'euros, ça ne changeait pas ma vie, je recommençais autre chose, quoi. Donc j'ai jamais considéré que c'était risqué parce que j'avais fait un montage où je n'allais pas planter 80 personnes et les mettre au chômage, quoi. C'était presque impossible, le vendeur pouvait reprendre la main, le fonds pouvait prendre la main, enfin, il n'y avait pas de raison de mettre en danger, donc d'avoir un vrai risque au sens je vais planter 80 personnes ou planter une boîte. Donc ça, je pense que c'est important. Avoir un angle, au bout d'un moment, on a l'impression qu'on voit, on parlait d'equity story, même pas forcément l'equity, mais l'histoire, ça doit être d'une clarté limpide dans votre tête. C'est faux, évidemment, c'est pas du tout ça qui se passera, mais il faut avoir l'impression que c'est devenu votre boîte et vous voyez comme dans une boule de cristal, ce qui va se passer, c'est que vous avez su y poser ce que vous avez envie d'y faire. Vous verrez, il se passe un truc bizarre à un moment donné, à force d'être dedans. Ça, c'est un bon signe, à mon avis. Pour rester dans le feeling, un peu comme dans le recrutement, s'il y a un doute, il vaut mieux s'arrêter. Je pense, parce que de toute façon, il n'y a pas de signaux forts. Hein, et les gars, il est là pour vendre. Et il ne va pas commencer en vous disant j'ai 3 problèmes, un litige au tribunal qui va ressortir le lendemain de... Voilà, ça ne marche pas. Donc s'il y a un doute, je pense qu'il faut s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai encore? C'est tout. C'est déjà pas mal.
Bien, on risque de répéter un peu ce qui vient d'être un peu dit. Je crois que le facteur humain dans une reprise est absolument essentiel. Que la première question qui se pose, qui n'est pas forcément adressée de manière convenable par les intervenants sur le marché, c'est votre capacité à vous, j'allais dire, à vous ausculter sur le plan personnel dans votre projet entrepreneurial, savoir si vous êtes câblé pour être patron de PME. C'est une question que tout le monde se pose, mais auquel il n'est pas forcément évident de répondre. Et il n'y a pas forcément d'outils sur le marché qui permettent de manière un peu autonome et sans conflit avec des intérêts de vous poser la question et que vous preniez cette décision. Ça, c'est vraiment une chose importante, et je sais qu'on essaye de travailler, nous, sur cette question-là, parce que dans le cadre de G2E, on en a aussi parlé. C'est vraiment quelque chose il y a plein de tests, hein. Vous avez peut-être dû regarder sur le marché de tests qui vous disent testez si vous êtes fait pour être patron de PME. Il n'y en a aucun qui véritablement est satisfaisant, vous permet vraiment de faire le point. Donc ça, c'est vraiment une chose, je crois, un conseil essentiel que je vous donnerai. Deuxièmement, dans l'aspect humain, je pense que les aspects techniques, moi j'ai toujours eu tendance à dire, je me trompe peut-être, c'est peut-être parce que ça dépend des cibles qu'on rencontre, l'argent, c'est jamais un problème. Le financement, on trouve sur une bonne cible, quand vous abordez quelque chose véritablement à une cible, on trouve de financement. Alors, si quelque chose vaut 1 et on vous le propose à 10, bon, c'est pas la peine de faire d'être grand clair pour savoir que c'est pas faisable. Mais si c'est commensurable, si c'est à peu près sérieux, donc valorisation, c'est sur des PME. Alors là, je parle PME, je parle peut-être pas pour les sociétés d'Eric et des fonds d'investissement. Moi, c'est simple, c'est entre 3 et 5 fois les bits retraités. Ça peut être un peu plus si y a des éléments positifs, ça peut être un peu moins si véritablement il y a des problèmes, mais c'est un guideline, les discounted cash flow, tout ce qu'on a pu apprendre dans nos belles écoles. Moi, personnellement, en tant qu'ayant été repreneur, moi, je trouve que ça ne sert à rien. Et dernier conseil sur l'aspect gestion, quand on est en chose, il y a une chose qui compte, c'est le cash flow. La profitabilité, je dirais que c'est un élément qui permet de nourrir le cash flow, mais ce qui est essentiel, c'est le cash flow. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et quand j'ai revendu ma boîte, j'ai autant vendu l'amélioration de mon cash flow que j'ai vendu la valeur intrinsèque de ma boîte. Bon, je pourrais vous expliquer ça plus avant. Oui, une autre. J'ai retrouvé mon dernier conseil, excusez-moi. Après, je te la repasse si tu veux. Le dernier conseil, c'est gardez pas le vendeur. En tout cas, dans la première. Depuis, je les ai gardés. Mais dans la première, le gardez pas. Là, je sais que c'est pas la première. C'est pas ta première, donc c'est bon. Mais je pense que la somme des risques possibles en le gardant est bien plus grande que le risque que vous prenez en le gardant pas. Moi, c'est un copain, hein, on a le même âge, c'est devenu un copain, mais il est parti le lendemain. On a signé à 17h, à 10h, il m'a présenté, à midi, il était chez lui, il n'est jamais revenu. Mais on est toujours amis. Par contre, j'allais le voir chez lui. Enfin, j'ai tout appris sur la boîte, mais il n'était pas du tout dans l'entreprise. Voilà, et je pense que c'est clé. Tout à fait d'accord. Non. Non, moi, je dirais, effectivement, je reprendrai assez largement ce qui a été dit. La première, c'est avoir du temps. Je pense que c'est très important. Et la liberté d'esprit de ne pas faire de deal. Enfin, de ne pas se mettre dans l'obligation de faire un deal. Donc, ça c'est avoir du temps devant soi. Le deuxième, c'est... deuxième conseil, c'est, pour reprendre ce que disait Philippe, c'est... Bien sûr, il faut s'entourer de conseils, il faut faire des diligences, mais il faut avoir l'exigence de construire son point de vue. Au fond, c'est une aventure personnelle, construire son point de vue sur une opération. Et puis, le point de vue, pas forcément le bon, mais c'est pas le point de vue des autres, c'est pas le conseil, c'est pas les gens qui vous disent que c'est bien, ce qu'il faut faire, répondre à des canons, c'est avoir l'exigence à la fois intellectuelle et, je dirais, psychologique, émotionnelle, de construire un point de vue sur le deal. Et puis,
Voilà, le troisième, je n'ai pas de troisième, je citerai peut-être Balou du livre de la jungle, un grand homme, enfin pas un grand homme, un grand ours, qui disait il en faut peu pour être heureux. Voilà. Belle conclusion. Alors, Un grand merci d'être C'était pour venu. lancer le buffet. Voilà, un grand merci d'être venu. Donc, on a un buffet, donc vous pouvez continuer le dialogue. Et en ce qui concerne Centrale, donc notre prochaine réunion, ça sera le 20 novembre autour du thème du sourcing. Voilà. Donc, si on peut se retrouver tous à côté du buffet. Et un grand merci encore une fois d'être venu.